Et c'est l'heure, mesdames et messieurs, de l'invité de votre grand journal. Les 100 jours du président américain Donald Trump seront au cœur de nos échanges avec notre invité général Olivier, journaliste franco-américain et chercheur à l'IPSE, que nous retrouvons en direct de Paris. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, quelles promesses de campagne le président Donald Trump a-t-il réussi à tenir durant ces 100 jours également au pouvoir et lesquelles ont été abandonnées ou bien repoussées, selon vous? Écoutez, ce à quoi on assiste, en tous les cas, c'est une révolution, ou je dirais une contre-révolution sans précédent depuis les années 30, depuis la mise en place du gouvernement fédéral par Franklin Roosevelt, parce que l'administration Trump est présente sur tous les théâtres et elle mène une politique tous azimuts de réformes radicales, que ce soit sur le plan économique, que sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan de la culture, au niveau domestique, au niveau international. On a vu le président avoir à cœur de tenir et de mettre en action une série de promesses électorales sur l'immigration, sur la déréglementation, sur la réforme de l'État profond, comme on l'appelle parfois, à travers cette notion un petit peu wokiste de diversité, d'inclusion et d'équité, qu'il a considérablement remis en cause. Et cette action, elle est menée, je dirais, de façon simultanée. Il est sur tous les théâtres. Il donne une conférence de presse tous les jours devant les journalistes où il répond de manière impromptue et improvisée aux questions qu'on lui pose pour tenir le public informé de manière directe de l'action de son administration. Et on est un petit peu submergé par l'énormité de la tâche. Et pour l'instant, il y a énormément de chantiers qui ont été mis en place. On n'a pas de chantiers qui sont totalement finis. Le seul d'une certaine façon, qui a été résolu de manière radicale et extrêmement expéditive, ça a été l'immigration. Sur l'immigration clandestine, il n'y a pratiquement plus aucun passage à la frontière sud du pays, alors qu'il y en avait plusieurs milliers tous les jours, et il y a un nombre d'expulsions qui se poursuivent régulièrement. Tout le reste, ce sont des chantiers qui sont en place et qui viendront à conclusion au fur et à mesure des journées. Mais ce sont les premiers 100 jours, je dirais, les plus dynamiques et les plus réformateurs qu'a connu l'Amérique depuis plus d'un demi-siècle. Et parmi ces chantiers dont vous parlez, il y a également la question des conflits russo-ukrainiens et aussi à Gaza. Aujourd'hui, Donald Trump, selon vous, sera-t-il également capable d'éteindre le feu ou bien d'arrêter ces conflits, que ce soit entre la Russie et l'Ukraine et aussi au niveau de Gaza? Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, c'est certainement le dossier sur lequel il a rencontré le plus de difficultés et de difficultés qu'il n'avait pas forcément, je dirais, envisagées. On se souvient que pendant sa campagne, il s'était vanté d'être capable de faire la paix en Ukraine en 24 heures et la réalité a montré que ce n'était pas possible. Euh, il s'est heurté à, je dirais, deux surprises ou deux obstacles. Le premier obstacle venait de l'Ukraine et du président Zelensky lui-même, qui était habitué à un soutien inconditionnel de l'administration Biden et des démocrates, et qui a réalisé difficilement et de manière un petit peu pénible, comme tout le monde l'a suivi lors de cet épisode absolument incongru d'une discussion très houleuse au bureau ovale, il a découvert que les États-Unis de Donald Trump étaient toujours avec lui, mais s'attendaient à un certain nombre de concessions de sa part pour pouvoir faire la paix. Ces concessions, il les a données et la relation est relativement apaisée aujourd'hui. Par contre, Donald Trump a découvert un second obstacle, à savoir que la Russie de Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine lui-même, considère qu'il n'a pas un intérêt immédiat à faire la paix, qu'il joue la montre, parce que la guerre lui profite, qu'il est en train de la gagner militairement sur le terrain et qu'à partir de là, il n'est pas très prêt à faire des concessions. Donc les États-Unis sont toujours impliqués dans le dialogue. On a un dialogue qui continue, mais on a vu récemment se durcir un petit peu le ton de l'administration à travers, notamment la semaine dernière, une déclaration du secrétaire d'État Marco Rubio, indiquant que si les États-Unis réalisaient que la paix n'était pas je dirais, un objectif réaliste à court terme, bien, ils allaient se retirer du dossier tout simplement. Donc, la pression est un petit peu montée, mais on n'est pas plus près d'une solution.
En ce qui concerne Gaza, l'administration Trump s'est rangée de manière beaucoup plus, je dirais, définitive derrière la politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avec quelques propositions un petit peu surprenantes, notamment celle d'un déplacement de la population de Gaza et d'une reconstruction de ce territoire sous forme de stations balnéaires. Mais dans l'immédiat, les États-Unis soutiennent Israël de manière totalement inconditionnelle. Et à partir de là, le conflit, à mon avis, va durer tant que les objectifs israéliens n'auront pas été jugés atteints par le gouvernement israélien. Et toujours pour parler des 3 premiers mois du président américain, quels ont été également, selon vous, les actes ou les décrets les plus controversés du président américain durant cette période et comment ont-ils été perçus également à l'intérieur comme à l'international? Alors, l'audio est mauvais et je n'ai pas totalement entendu votre question. Est-ce que je peux vous demander de la répéter parce que Oui, je n'ai pas compris. Je disais également aujourd'hui, par rapport également toujours aux 3 premiers mois du président américain Donald Trump, il y a eu des décrets également qui ont créé des controverses. Par rapport à cela également, quels ont été parmi ces décrets les plus à même aujourd'hui d'avoir créé des controverses, que ce soit au sein même des États-Unis, mais également à l'international? Alors, si je comprends et si vous parlez de la politique tarifaire, ce qu'il faut comprendre, ce qui est très important, c'est que la politique tarifaire de Donald Trump est l'un des piliers de sa politique économique et que ce n'est pas une fin en soi, mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer à un programme qui comprend une réforme de la réglementation aux États-Unis, une relance du secteur de l'énergie, une volonté de lutter contre l'inflation et une volonté de réindustrialiser le tissu manufacturier américain. À partir de là, il a constaté que il y avait un certain nombre de déséquilibres dans les relations commerciales entre les États-Unis et le reste du monde, des équilibres qui sont parfois liés à la nature même de l'économie. L'économie américaine est une économie de consommation. Il voudrait la retourner vers une économie de production. L'économie du reste du monde, notamment de certains acteurs comme la Chine, est, elle, une économie de production et d'exportation, ce qui leur bénéficie considérablement. Et Donald Trump voudrait un petit peu rééquilibrer les termes de cet échange et en même temps renforcer la capacité des Américains à reconstruire leur tissu industriel, de manière d'ailleurs à garantir une certaine forme d'indépendance, indépendance économique, indépendance énergétique, indépendance militaire. Et bien entendu, cela passe par une réorganisation totale du système commercial international qui bouleverse un petit peu les choses, choque considérablement parce que la tactique de Donald Trump, c'est toujours de mettre les pieds dans le plat et de faire des propositions que tout le monde va trouver totalement outrancières au début, et puis qui finalement vont être prises comme des bases de négociation à partir desquelles on pourra reconstruire. Donc actuellement, on est dans cette politique, un petit peu dans cette phase un petit peu chaotique, où il a fait des annonces qui ont effrayé pas mal de monde et qui ont notamment effrayé les marchés, même aux États-Unis. Et je pense qu'à partir de maintenant, on va reconstruire une relation à la fois entre les États-Unis et l'Europe, entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis, je dirais, et un certain nombre de pays tiers, comme ceux des BRICS ou autres, sur des bases beaucoup plus ouvertes qu'on ne le pense, mais en même temps sur des bases à partir desquelles, lorsque des pays ont des normes réglementaires et des niveaux de vie tels qu'ils peuvent produire à des coûts beaucoup plus bas et vendre à des prix de revient inévitablement concurrentiels aux États-Unis, il y aura une certaine forme de rééquilibrage pour protéger le marché américain. On est donc dans une nouvelle phase en ce qui concerne le commerce international, de renégociation des termes de l'échange, et pour l'instant, le résultat de cette réforme un petit peu n'est pas encore connu. On verra dans les prochains mois. Merci encore à vous, Gérald Olivier. Je rappelle donc que vous êtes journaliste franco-américain et chercheur également à l'IPSE. Et avec nous, bien évidemment, vous reveniez sur les 100 premiers jours du président américain Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique.